C'est une équipe de choc des cadres femmes de la CENI et de la MONUSCO qui a tenu jeudi 5 avril une grande activité de sensibilisation à la machine à voter, cela dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Partie du siège de la CENI à Gombe, ces femmes et cadres se sont rendus à Maluku au village Ndulu et Kimpeti sur le plateau des Bateke à plus de 80 km. Cette occasion a fait d'une pierre deux coups pour l'équipe qui a clôturé les femmes maraîchères le mois de la femme, en plus d'informer et vulgariser sur l'usage de la machine à voter et la loi électorale. La Commission électorale nationale indépendante a lancé depuis le 19 janvier 2018 la campagne nationale d'éducation électorale et de sensibilisation de la population sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter. Et nous sommes arrivés au village Ndunu et Kimpeti, au plateau de Bateke, précisément dans la commune de Maluku, avec la MONUSCO, la division électorale de la MONUSCO et avec la division genre de la MONUSCO pour sensibiliser les populations, les électrices ou les électeurs de Ndunu et de Kimpeti sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter. Pour le genre, la place des femmes maraîchères, utile et économique, recommande beaucoup de considération. Nous sommes venus clôturer le mois de la femme. Comme cette année, le ministère du genre a défini les thèmes nationaux en tant que l'autonomisation de la femme rurale, c'est la priorité de la RDC. Alors nous avons préféré également, la CENI a préféré clôturer ces mois auprès des femmes rurales. Elles qui nourrissent toute la population, elles qui autonomisent leurs familles. Raison pour laquelle nous nous sommes déplacés pour venir dans les deux villages, le village de Kimpeti et le village de Ndulu. Je pense que c'est très utile, très pratique pour la CENI à introduire l'information pratique des calendriers électoraux pour toutes les femmes qui pouvaient être candidats, soit témoins, soit observatoires. Et le chemin critique. Le deuxième point, ça c'est l'innovation et aussi l'introduction de machines à voter. Et je pense que tout le monde ici, soit femmes, deuxième et troisième âge, et même avec la femme, avec le bébé, ils ont mieux compris et ils sont pour l'information que CENI a donnée. La CENI tient absolument à conscientiser le corps électoral, le plus important que constituent les femmes sur l'intérêt de savoir voter. Exactement. La CENI est en pleine campagne de sensibilisation sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter. Dans ce cadre-là, on est venu aussi pour que nous puissions clôturer le mois de la femme avec les femmes rurales parce que ce sont les femmes rurales qui étaient à l'honneur pour cette année. Une chose est sûre, la communion femmes rurales des villages Ndulu et Kimpeti au plateau des Bateke avec la CENI et la MONUSCO a vécu sans aucune contrainte. La RDC utilisera-t-elle la machine à voter pour le scrutin prévu le 23 décembre prochain? Jusque-là, oui, pour la CENI, même si les partis politiques restent divisés sur la question. Dans la population, chacun donne sa position selon qu'il est de la gauche ou de la droite. Si cette machine peut aider à réaliser les opérations électorales correctement, c'est une bonne chose. Les explications du numéro de la CENI et ces démonstrations, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Je ne suis pas d'accord sur ces machines à voter. Selon moi, on doit toujours recourir au vote manuel comme d'habitude. Ce que les gens ont découvert, c'est que cette machine n'est pas conforme au vote que nous allons faire pour
Donc, de ma part, je ne souhaiterais pas qu'on vote avec cette machine à voter. Dernièrement, la Commission électorale nationale indépendante a multiplié des rencontres avec les partis politiques et la société civile pour expliquer les avantages de la machine à voter. Pour le moment, la Corée, pays fournisseur de cette machine, venait de manifester sa méfiance concernant la manipulation de cet engin électoral. La CENI, quant à elle, se confie à l'assurance lui donnée par l'entreprise privée coréenne constructrice de la machine. UDRC, les partis de Bruno Mavungu appartiennent désormais à la plateforme Palou et Alliés en raison du socialisme qu'il prône, a indiqué Bruno Mavungu. Oui, nous avons fait alliance avec les Palou. Les motivations, d'abord, c'est une exigence à laquelle tous les partis politiques devaient répondre pour préparer les élections. Alors, certainement qu'il y a d'autres partis politiques, et nous avons choisi les Palou. Les Palou, c'est parmi tant d'autres de partis politiques qui ont la même idéologie que les nôtres. La social-démocratie, la gauche. Et nous avons pensé qu'avec les Palou, nous pouvons bien aller. Et avec d'autres camarades, d'autres partis, parce que je ne suis pas le seul à avoir fait alliance avec les Palou, il y a bien d'autres partis, pour répondre à cette exigence de la loi électorale qui veut qu'on puisse aller au-delà de 1% des électeurs. Donc les Palou se présentent bien, et nous avons la même idéologie. Je crois que c'est bien comme ça. Bruno Mavungu lance un appel de soutien à cette plateforme. Oui, écoutez, nous avons choisi la plateforme Palou et Alliés. Donc, pour les élections à venir, le Palou sera notre partenaire. Donc, nous invitons tous ceux qui nous soutiennent à soutenir cette plateforme. Je crois que ce sera une bonne chose. S'agissant de la machine à voter, le président de l'UDRC appelle les politiques congolais à la vérité. Moi, je déplore que dans le pays, en fait, tout ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance. Et c'est grave pour un pays. Quand on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance. Est-ce que c'est normal qu'on ne fasse pas confiance? Et certainement, avec ce que nous vivons dans la classe politique, dans toute notre vie, on dirait que peut-être les gens ne font pas attention. Mais on parle de la machine, mais la machine ne fait pas quelque chose sans que l'homme intervienne. Donc, que les gens ne se cachent pas derrière la machine, mais nous devons améliorer notre comportement. Je crois que si certaines grandes personnalités ont parlé de la médiocrité, nous devons chercher à être meilleurs. Vraiment, on ne doit pas chercher à rester médiocre. Le problème de la machine, c'est le problème de l'humain. C'est moi parce qu'avec la machine, on sait manipuler tout ça. Mais je me dis, dans nos villages, on ne sait pas toujours bien écrire. Et si on utilise la machine, les gens craignent que nos villageois qui ne sauront pas la manipuler et pourront être, leur voix devrait être marchandée. Mais c'est la même chose, même sans utiliser la machine. Ces mamans, ces vieilles mamans, ces vieux papas du village votent par intermédiaire. Et ces intermédiaires aussi peuvent faire n'importe quoi. Donc nous devons plutôt faire un effort pour être meilleurs. Donner une parole, ne pas mentir. Surtout les hommes politiques doivent être excellents. Ils ne doivent pas mentir.
Quand un homme politique a menti, il faut que la population veille à ça pour la renvoyer. Parce que la machine, c'est bien de se cacher derrière la machine. Mais c'est l'homme qui va manipuler la machine. C'est plutôt l'homme. Donc, c'est regrettable que nous puissions nous-mêmes nous juger médiocres. La Radio-Télévision nationale congolaise RTNC a, depuis le mardi 3 avril, un nouveau comité de gestion. Ce sont désormais 2 nouveaux directeurs qui sont aux commandes de cet organe de presse publique et officielle de l'État congolais. L'ancien DGAI, Mme Nicole Dibambou Murel Kitoko, a quitté son poste pour prendre celui de présidente du conseil d'administration PCA de l'agence congolaise de presse ACP. L'actuel DG, nommé par le chef de l'État, s'appelle Ernest Kabila Ilunga. Et le DGA, lui, bien connu des milieux de la presse, s'appelle Freddy Mulumba Kabouaï, ancien DG du journal Le Potentiel et du média Télé 7, avant de diriger le magazine Renaissance, à travers lequel cet homme des médias très engagé contre la balkanisation du Congo multipliait des plaidoyers pour le secteur. La presse congolaise est malade comme les hommes politiques aussi. Il ne faut jamais oublier que cette presse est née, donc la presse plurielle, grâce à ce que M. Mobutu avait dit, la libération politique. On a libéré aussi les médias. Il y avait seulement Elima et Salongo, je pense. Après ça, il y a eu d'autres privés qui ont créé leurs propres médias. Mais ça s'est créé dans des conditions telles que on avait une vision, soit vous êtes avec le pouvoir, soit contre le pouvoir. Et dans l'imaginaire des gens, on pensait que quand on est contre le pouvoir, on est pour la démocratie. Quand on est pour le pouvoir, on est pour la dictature. Et cette conception traverse toute la presse, toute la période, toute la presse congolaise jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et vous verrez, vous avez la presse du pouvoir, la mouvance et l'opposition. C'est donc un honneur de plus pour la presse nationale que de voir un professionnel assumer un poste aussi stratégique dans l'espace audiovisuel congolais. Nous ne pouvons que féliciter l'heureux élu. Après avoir passé 72 heures au parquet général de la République, soit du lundi 2 avril au mercredi 4 avril 2018, le journaliste Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi, a été transféré à la prison centrale de Makala depuis ce jeudi 5 avril à 6 heures du matin. Eliezer Tamboué a-t-il été déjà condamné? La procédure a été respectée? Voilà les questions que se posent les téléspectateurs de l'émission Tokomi Wapi. En attendant l'aboutissement de toutes les démarches engagées par ses avocats, la corporation journalistique reste solidaire pour soutenir l'un des leurs. Le réseau national des ONG de droits de l'homme en RDC, RENADOC, est une structure très active dans la lutte contre tout ce qui compromet les droits humains. Jean-Claude Omokodi, chargé de mission au RENADOC, déplore l'attitude du gouvernement de la RDC qui décline de participer à l'action de la communauté internationale à Genève en faveur des sinistrés congolais. Bon, je trouve tout simplement paradoxal la position du gouvernement qui, depuis tout ce temps, ne cessait de pleurnicher qu'il n'y avait pas de moyens, ne cessait de justifier la misère de la population par ce manque de moyens. Et aujourd'hui, avec la situation qui est arrivée dans les Kasaï, dans les Bas-Congo et un peu ailleurs, la communauté internationale, qui est une partie de la gouvernance, aussi une partie prenante, s'est dit, dans le cadre de la solidarité internationale, il faut mobiliser les fonds pour pouvoir venir au secours d'une population qui est en train de souffrir dans un coin du monde. Moi, je trouve vraiment que c'est trop zélé de la part du gouvernement de pouvoir décliner une telle offre. Quant au cas particulier du journaliste Eliezer Tamboué envoyé à Makala, dans le dossier l'opposant au gouverneur Alphonse Goy Kassanji, la procédure judiciaire est entachée, estime le chargé de mission du RENADOC. D'emblée, selon ma lecture,
je dois vous avouer que depuis longtemps, je savais que ce journaliste Eliezer Tambwe finirait par là. Parce qu'avec sa liberté d'esprit, sa façon d'aborder les choses sans embâche, dans un pays où le gouvernement a confisqué toutes les libertés publiques, de la presse y compris, moi je savais qu'il finirait par là. Parce que quoi de plus normal, lorsqu'il y a une situation qui se passe quelque part au pays, on dit que quelqu'un aurait trouvé un diamant de 35 carats, tout ça, et que, bon, disons, dans les processus de vente de ces diamants, et qu'à un certain niveau, les gouverneurs seraient impliqués jusqu'à ce que l'intéressé trouve la mort. Quoi de plus normal lorsqu'un journaliste va tendre les micros à sa famille pour en savoir plus? Moi, je ne trouve pas de délit là-dessus. Moi, je ne trouve pas de délit. Et lorsqu'on dit, au moment où nous parlons, il y a des contradictions. Les journalistes disent qu'écoutez, il a tout fait pour chercher à atteindre le gouverneur de manière à avoir son point de vue. Toutes les portes lui étaient fermées. Et de l'autre côté, le gouverneur dit qu'il cherchait à avoir un droit de réponse auprès du même journaliste et qu'il lui refusait ça. Qui dit la vérité? Le travail des activistes des droits humains depuis la disparition de feu Floribert Chebeya Bahizire n'a guère changé de la vie de Jean-Claude Mokodi. Après la mort de Chebeya, combien d'activistes des droits de l'homme qui sont à Makala? Je vais vous citer un parmi eux, Christopher Ngoy. Il a fait combien de temps là-bas? Pour avoir fait quoi? Donc, je voudrais répondre à votre question en vous disant que c'est un travail que nous sommes en train de faire avec 1001 difficultés. Prendre son transport dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus très incertain quant aux frais qu'il convient de disposer. Les prix des trajets varient selon l'humeur des taximens et les heures de pointe. Sans oublier que le choix des communes aussi compte sur le tarif que l'on va vous fixer. Pour le cas de la distance UPN-Centre-Ville, c'est alarmant. Par rapport au transport de l'UPN jusqu'au centre-ville, le matin, le taximan, le transport c'est à 1000 francs, de 8h30 jusqu'à 12h, de 13h à 15h. Là, le transport devient à 800, deux autres taximans, c'est à 700 francs. De 17h jusqu'au 21h, 22h, là maintenant c'est à 500 francs. Bon. Les usagers des transports en commun à Kinshasa se plaignent de cet embarras et réclament des services compétents, de la rigueur et une grille officielle. Les prix ne sont pas les mêmes, il faut changer parce que ça dépend des moyens. On peut te donner même 2000 francs et pour quitter l'UPN jusqu'ici au centre-ville, on nous demande cher, 1000 francs. Et comment est-ce que tu vas rentrer? Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on nous diminue, même 500 francs par jour, ça peut y aller. Engagé dans l'action humanitaire et l'appui au développement multisectoriel de base, Maître Gégé de l'ASBEL, les Amis de l'éco-santé, produit déjà des effets sur terrain, notamment à Kinsenso, où un centre de formation est opérationnel. Ici maintenant, je suis très satisfait du programme par rapport au centre de formation. Je repars vraiment très satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a un élève qui est déjà fixe dans le centre, qui n'est même pas encore terminé, qui est déjà à un niveau d'expérience professionnelle au-dessus déjà de son âge. C'est-à-dire que l'élève a 14 ans, il sait utiliser une disqueuse, il sait maçonner, il a des bases de mécanique. Donc vraiment pour ça je suis vraiment très satisfait. Parce que c'est la preuve vraiment, ce qui montre vraiment la preuve que ça marche, que la connaissance se transmet, c'est que j'ai fait l'expérience, comme je vous avais dit dans l'émission précédente, que le centre travaille avec d'autres maîtres dans Kinshasa. Et donc je l'ai mis avec d'autres maîtres qui m'ont tous dit la même chose en disant que cet enfant était avancé par rapport à même leurs élèves à eux qui travaillent avec eux depuis 2 ou 3 ans. Maître Gégé s'est rendu à l'occasion de ses actions humanitaires et l'éveil au développement dans la province du Kwilu, d'où il a rapporté une vache, où l'attention à la promotion des traditions semble le préoccuper avec le grand chef King Kola. Et le problème au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'avec la mondialisation, il y a un impact qui se fait qui réduit justement nos coutumes ici au Congo. Donc on arrive à un moment où beaucoup de jeunes ne connaissent plus les coutumes.
Moi, j'ai une chance qui est énorme, c'est que j'ai appris les coutumes du Congo par ma grand-mère, qui est originaire du Kasaï, mais qui a grandi aussi au village, qui a grandi aussi, qui a après été à Mwanda, à Kinshasa. Donc elle a vu l'évolution du Congo, elle est partie en Belgique, elle est revenue après 30 ans, elle a vu l'évolution, comment le Congo avait changé. Il se nécessite une synergie de plusieurs personnes pour insuffler davantage les efforts de Maître Gégé, organisés dans le projet salutaire d'une ferme écologique. C'est ça, j'attends, je me dis que est-ce que je suis seul à vouloir changer le pays? Parce que même que ce soit le côté gouvernemental ou que ce soit les gens, il y a des gens qui ont l'argent dans ce pays. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Ça, il faut dire ce qu'il y a parce que le pays est bloqué, il est en mode comme frigorifié. Maintenant, justement, avec les idées que j'ai là et la preuve que ça marche, j'attends un certain appui de certaines personnes qui peuvent appuyer ou de mouvements. Lutter contre la malnutrition, le respect des coutumes, le développement des villages, l'apprentissage des métiers et les cours gratuits, tels sont en résumé les principaux objectifs de l'ASBEL, les Amis de l'éco-santé de Maître Gégé. Vendredi 6 avril 2018, le monde entier célèbre la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Dans sa diversité, le sport en général étant une profession est porteur de plusieurs bienfaisances dont la paix, le déstress, le défoulement, la gaieté et autres. En République démocratique du Congo, quelques Quinois rencontrés pensent que le sport est sorti de son vrai contexte de porteur de paix, il est plutôt violent. Merci papa pour vraiment, surtout pour Nangai. De nos jours, le sport est dérouté car il est à la base de plusieurs violences, insanités, troubles et j'en passe. Des clubs naissent de jour en jour sans couverture et moralité, ce qui nous amène des phénomènes Kuluna et autres. Quant au développement, d'autres estiment que le sport est bel et bien un facteur de développement, car grâce à lui, plusieurs jeunes sont épanouis et bénéficient d'une auto-prise en charge. Le sport dans notre pays a aidé beaucoup de gens en matière de développement, car plusieurs enfants de la rue appelés Chégué sont maintenant des grands hommes dans ces pays grâce aux primes qui leur sont accordées. Il est donc demandé aux autorités compétentes de bien vouloir recadrer toutes les disciplines sportives avec des règlements bien précis afin que celles-ci soient pratiquées dans le vrai sens du mot sport. Que cache Henri Mova interroge le potentiel au sujet de la liste des partis et regroupements politiques transmise par le patron du ministère de l'Intérieur à la CENI le 26 mars dernier. Ce pli était, paraît-il, fermé, d'où le contenu n'a pas été ni divulgué ni publié jusque-là. À cet effet, considère le potentiel, l'incertitude commence à gagner du terrain dans les états-majors politiques congolais, où certains se demandent si le gouvernement n'a pas soustrait de cette liste des partis et regroupements politiques jugés gênants par la majorité au pouvoir. Le suspense monte intolérable et un scénario probable se profile au point que des grandes surprises, sans doute désagréables, vont se faire, estime le potentiel, parce qu'il y aurait peut-être, est à craindre, qu'un deal entre la CENI et le ministère concerné pour divulguer à un moment inopportun. Pour le potentiel, à tout prendre, il existe des partis que la majorité n'est pas parvenue à neutraliser et ce serait une occasion pour elle. Ainsi, c'est clair que le climat autour de cette question n'offre guère l'espoir d'un processus électoral apaisé. En effet, un processus électoral de toutes les attentions qu'est celui de la RDC, car, précise l'APA, l'Angola met en garde en déclarant, via le ministre des Affaires étrangères de Luanda, qu'aucun retard ne doit être possible pour les élections en RDC. Manuel Augusto, le diplomate angolais qui présidait le sommet entre la SADC et l'Union européenne, a mis en garde Kinshasa sur un quelconque report. Tout est prêt et disponible. Il n'y a plus lieu de justifier une raison. Élection encore, l'observateur titre Félix Tshisekedi Moïse Katumbi, la rupture. Selon le journal, c'est Félix qui l'a implicitement fait remarquer en affirmant qu'il était prêt à affronter Moïse Katumbi en match amical. Cela au micro du journaliste de RFI, Christophe Boisbouvier. Bref, Félix a des ambitions en tant que nouveau président d'un parti aussi historique, bien qu'il n'entend pas rivaliser avec ce qu'a été son père, ni à se mesurer à lui. Il aura
une tâche supplémentaire après celle de son père, prendre le pouvoir. Pour revenir sur le cas de Katumbi, c'est encore le flou et rien de précis sur une candidature unique de l'opposition. Dessous du fichier électoral aborde la prospérité dans le contexte électoral qui domine toute l'actualité. La CENI dévoile les chiffres aujourd'hui. Il s'agit, écrit la prospérité, de la publication des statistiques des électeurs par entité électorale, ce 6 avril 2018. Ce rapport statistique, précise le journal, va donner un aperçu des contours des enjeux et défis de la CENI sur les plans techniques et logistiques. Conclusion du journal, la CENI est passée à la vitesse supérieure. Forum des As pour sa part relève un pavé qui éclabousse le congrès de l'UDPS, à peine avec ce qu'il qualifie de coup de théâtre dans la famille tshisekédiste où, suivant Forum des As, 70 cadres rejettent le congrès et ses dispositions. Les frondeurs dont le journal a publié les noms et les numéros de contact téléphoniques dénoncent l'irrégularité ayant entaché la direction du parti après le décès d'Étienne Tshisekedi et le déficit de représentativité du principal parti politique de l'opposition. Ces 70 mécontents ont relevé 10 points, lesquels manifestement démontrent que les structures même du parti sont en contradiction avec quelques tares liés à la géopolitique et au respect du règlement. Bref, il y a un travail de fond à faire et à accomplir pour le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui a porté plainte à son tour contre Tarsis Loseke du camp de Tchibala, à charge de défauts de qualité, double nationalité et de faux usage de faux. C'est un dossier à suivre. Sortons du cadre politique et électoral pour attirer l'attention sur une pratique terroriste et barbare, digne des films hollywoodiens qui se répandent à l'est de la RDC. Les enlèvements, signale l'ACP. Voyez par vous-même, 50 000 $ ont été exigés par les ravisseurs pour la libération de l'abbé Célestin Gongo, curé de la paroisse de Karambi, chefferie de Wicha, territoire de Rutshuru. 12 000 $ ont été payés par les familles pour libérer 2 otages à Nirangongo. Au-delà de cette pratique mafieuse, c'est la crédibilité même de la sécurité avec la MONUSCO et les forces de la police qui sont défiées par ces groupes armés de bandits. Il faut faire quelque chose. Terminons avec Business et Finance qui s'attaque à la réforme des services publics de l'État qui échoue depuis des décennies. L'hebdo fait un constat amer pour déplorer que les agents de l'État passent leur temps à autre chose que le travail parce que le clientélisme inhibe tout effort, influe sur le rendement et par conséquent, la fonction publique devient un obstacle au progrès. C'est grave, même que c'est dangereux. Pour que la RDC devienne une économie émergente, elle doit engager une réforme courageuse et réelle, au lieu de multiplier des ateliers et séminaires qui trompent des réalités. Dossier à suivre. Merci pour votre attention.